mais on va redémarrer avec moins de 5 minutes de retard, donc tout va bien. Et je vais me reposer un petit peu. Donc je suis ravi de laisser le pilotage de la table ronde 2 à Vincent Poussou, directeur des publics et du numérique. RMN Grand Palais. De la RMN Grand Palais. Et du coup, je vais te laisser présenter nos 5 intervenants pour cette table ronde donc sur la médiation. Et l'idée, c'est de dresser, alors pas un panorama exhaustif de l'évolution des outils numériques de médiation depuis 10 ans, mais d'essayer de voir un petit peu quelles ont été les tendances et d'ouvrir un peu sur l'avenir. Et juste pour vous rappeler qu'on organisera une conférence d'une journée en 2019 sur ce sujet, des outils de médiation, évolution et tendances. Donc on aura pendant une journée le temps de revenir sur des cas pratiques, donc là on va être sur des visions un peu plus panoramiques ou aériennes de ce sujet. Donc à toi Vincent. Merci Pierre-Yves. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous, à toutes. Oui, ça marche bien. Merci de m'avoir confié l'animation de cet après-midi. On est sur des sujets sur lesquels beaucoup d'entre nous travaillent, donc je pense que ça va être très concret. Tu as raison d'avertir qu'on aura bien besoin d'une journée en plus, certainement, pour développer les différentes pistes dont on va parler. Alors, autour de moi, donc, je suis très heureux de réunir. Alors, je vais commencer par le bout, par Jean-Pascal Marron, qui est chef de projet multimédia au Musée de la Romanité à Nîmes. Donc, après un long parcours dans la production de contenu numérique très riche, une magnifique expérience dont il va nous parler. Agnès Abastado, donc, qui est la responsable multimédia et contenu numérique à la direction des expositions, c'est important de le dire, et des collections de la Monnaie de Paris. Donc là aussi, une expérience importante, enfin personnelle, qui est la tienne, mais aussi un retour d'expérience probablement sur une première année ambitieuse. Christophe, donc Christophe du musée des musées châteaux des Ducs de Bretagne, donc à Nantes, un musée d'histoire avec aussi une large expérience avec ce passage de l'audiovisuel au numérique et probablement beaucoup de choses aussi à nous apprendre. Philippe Rivière, qui est chef du département numérique à Paris Musée. Tu es aussi, c'est important, directeur adjoint du développement de Paris Musée. Donc on voit l'importance du numérique à Paris Musée, qui regroupe donc les musées de la ville de Paris, 14 musées municipaux. Et Maud Dalem, donc tu es chargé de projet numérique au Muséum de Toulouse. Et je crois que vous allez tous avoir beaucoup de choses passionnantes à nous dire. Alors peut-être c'est un petit jeu que Pierre-Yves m'a incité à jouer avec chacun. Je pourrais m'y plier également. Mais puisque on est sur cette question des outils de médiation, les outils de médiation, on va voir ceux qui accompagnent le visiteur, ceux qui sont in situ. Peut-être une première question, chacun en une phrase. En quoi est-ce que, à votre avis, les outils de médiation ont le plus évolué ces 10 dernières années? Voilà, alors je n'ai pas dit numérique, un outil de médiation en général, ce qui montre que le sujet est large. Peut-être Maud. Allô? Oui, je m'entendais. Donc bonjour à tous. Je pense que en fait, j'ai envie de prendre cette question sous l'angle de comment ça a évolué en termes de travail finalement, parce que ça fait évoluer les outils de médiation. Il y a 10 ans, on était médiation numérique, pareil. On était cloisonné dans un service à répondre à une offre précise, dans un cadre précis, à un temps donné, qui n'était pas forcément un bon timing par rapport à une inclusion dans une offre globale pour le public. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé en transversal, donc casser ces coupures entre services et à travailler de façon intelligente tous ensemble et à retimer le temps à quel moment on intervenait, pour ma part en termes de numérique. Maintenant que je suis aux expositions, à quel moment j'interviens dans l'équipe d'exposition pour concevoir ensemble un dispositif qui fait partie d'une équipe projet. Donc forcément, on pense design thinking, on pense public, on met le public en collaboratif sur le projet. Et donc forcément, on arrive à des médiations qui sont très différentes d'il y a 10 ans. Beaucoup de la méthode. Je vais partir d'un exemple très, très concret
il y a un tout petit peu plus de 10 ans, 11 ans aujourd'hui, j'avais la chance de participer à l'ouverture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et dans ces lieux, avec le Musée des Monuments Français, les outils de médiation étaient multiples. Pour revenir plus sur le numérique, il y avait beaucoup d'écrans tactiles ou pas, de recontextualisation de ces morceaux d'architecture. Et nous étions très fiers d'un visio-guide de visite. Et depuis, la technologie et les usages se sont absolument transformés, et donc avec la mobilité qui a augmenté en flèche, plus les réseaux sociaux qui ont bien sûr entraîné le collaboratif. Et aujourd'hui, donc, on dispose d'une multitude de manières de travailler et d'outils ou d'usages qu'on peut proposer à nos visiteurs. Et c'est ça qui est absolument magique en début de chaque projet. C'est en fonction de qui on veut toucher, le sujet de l'exposition, aller piocher dans tous ces nouveaux usages et outils pour trouver le bon, pour répondre le plus aux attentes et aux usages des visiteurs. Donc c'est en ça que ça a absolument changé. Merci beaucoup. Non, rien n'a changé, tout a continué. Tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement. Faut se rappeler qu'il y a 10 ans, on était en 2008. Nous, le musée d'histoire de Nantes était ouvert depuis 1 an, à peu près en même temps que la Cité de l'Architecture. Apple avait sorti son premier smartphone multitouch 1 an avant, en 2007. En juillet 2007, si je me souviens bien. Et c'est là qu'il y a eu une énorme bascule dans les usages. Je ne parle pas seulement dans l'usage de mobilité, de smartphones, etc., qui sont maintenant devenus notre quotidien à tous, mais ne serait-ce que dans la connaissance d'une grammaire multitouch. Quand on avait ouvert le musée, on était encore avec des trackballs et des boutons. Et là, tu as complètement raison de souligner que c'est les usages qui changent et qui nous poussent au changement. Si notre public n'était pas, nos publics n'étaient pas habitués à utiliser des smartphones, ça servirait à rien de leur proposer des tables multitouch, ils ne sauraient pas s'en servir. Et donc, je crois que on est condamné, mais c'est un plaisir en même temps à accompagner cette évolution des usages. Qui peuvent prendre plein de formes différentes. Mais... Agnès. Merci. J'ai envie de commencer un peu comme Christophe, c'est-à-dire que heureusement, rien n'a changé, en tout cas dans les objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évidemment toujours des objectifs de pédagogie, de robustesse, et de parler au plus grand nombre et de donner accessibles en fait les œuvres au plus grand nombre. Et ça, heureusement, ces objectifs-là n'ont pas changé. Les moyens ont pu changer, et en particulier, moi, ce que j'ai vu depuis 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, le numérique était un but. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique est juste un moyen parmi d'autres. Et le numérique met aussi les autres. Et en fait, les outils de médiation sont multiples, ils sont multimédia, et le numérique n'est qu'un aspect de cette médiation, et juste un moyen d'arriver à faire quelque chose. Et ça c'est quelque chose qu'on a vu évoluer dans les dernières années, en tout cas d'un point de vue métier. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on nous inclut plutôt dans la conception parce qu'on fait partie des outils. Voilà. Et ça c'est plutôt chouette. Bonjour à tous. Je vais un peu paraphraser mes petits camarades parce que j'arrive en bout de chaîne. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé sur les 10 dernières années, c'est la prolifération en fait des outils qui se mettent à notre disposition pour raconter les contenus qu'on a à transmettre au public. Effectivement, les objectifs restent les mêmes, des objectifs de pédagogie, de transmission des savoirs, mais on a aujourd'hui un panel d'outils qui est presque vertigineux, réalité virtuelle, réalité augmentée, visites virtuelles, réseaux sociaux, etc. Et peut-être après, ce qui est intéressant d'observer dans cette évolution-là, et c'est peut-être sous le coup des pratiques qui viennent du monde du jeu vidéo, mais qui viennent aussi des réseaux sociaux, on est dans une approche, il me semble, de moins top-bottom qu'à une certaine époque, c'est-à-dire que sous le coup des hackathons, des réseaux sociaux qui permettent au public de réagir au contenu, de donner son avis, de le commenter, des outils où on propose de faire sa propre exposition, d'être dans des logiques finalement où ces outils-là nous apportent des opportunités et des moyens, même de manière distante, de co-construire beaucoup plus nos contenus avec les publics et avec une plasticité impressionnante en termes de forme à notre disposition pour raconter nos contenus, transmettre nos savoirs. Merci beaucoup, merci d'avoir été également extrêmement synthétique parce qu'on va essayer dans cette séance de traiter plusieurs sujets et pour chaque sujet
évidemment donner la parole à nos différents intervenants de s'exprimer, mais aussi de vous permettre de poser des questions. Alors je ne rajouterai presque rien à ce qui a été dit, sauf que je le partage entièrement et que ce qu'on constate nous aussi à la RMN Grand Palais, c'est que le numérique fait vraiment partie aujourd'hui, et plus généralement l'intervention en termes de médiation, dès le début des projets, des options qui sont sur la table. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté au dernier moment. Après, il y a toujours un enjeu de travail pour savoir comment est-ce que ça va être pensé en lien avec le commissariat, et également quelle place physiquement ça va trouver dans l'espace. Alors, ça nous permet peut-être de revenir au premier sujet qu'on avait souhaité traiter ensemble dans cette séance, qui est, avant de parler des outils de médiation in situ, vous avez cité la très très grande diversité de palettes, mais peut-être se concentrer sur une question qui nous occupe en permanence, qui est comment est-ce qu'on accompagne le visiteur dans sa visite. Alors il y a cette, on va dire, ancienne question, qui est celle des audioguides, dont on a promis la disparition il y a déjà plus de 10 ans, mais qui sont toujours là. Il y a la question des applications qu'on télécharge, mais finalement, est-ce qu'on arrive à les télécharger aussi bien ? Il y a la question maintenant des web apps, des applications sans besoin de téléchargement. Donc je vous propose de commencer à discuter autour de ces questions-là, avec peut-être d'abord Philippe qui utilise à la fois des audioguides et des applications selon une diversité de circonstances. Alors comment est-ce que les choses se pensent justement de ce point de vue-là à Paris Musée ? À Paris Musée, on a un système hétéroclite, comme tu viens de le dire. On a des audioguides pour les collections permanentes, donc à travers une délégation de service public, avec la gestion du contenu et du matériel par notre délégataire Orfeo. Et on a aussi une politique de développement d'applications mobiles, cette fois-ci plus centrée sur les expositions. On en a fait une ou deux, sorties très récemment, sur les collections permanentes. Pour servir le propos. Mais donc la question que l'on se pose au jour d'aujourd'hui, alors qu'on est dans une période de grands travaux et qu'on va réouvrir en août prochain le musée de la Libération et en décembre prochain le musée Carnavalet, on se pose la question de cette médiation mobile pour venir aider le visiteur. On parle d'ailleurs pompeusement d'un compagnon de visite pour montrer l'ambition qu'on a dans le contenu et dans les usages et les fonctionnalités que pourront proposer cet appareil-là. Mais on est toujours sur le format appli téléchargeable à l'entrée. Pour une raison bien simple qui est très technique, c'est pour proposer à tous le même service avec des bornes de téléchargement à l'entrée du musée ou à l'entrée des expositions, très, très visibles avec Kakemono et autres signalétiques pour vraiment inviter le visiteur à télécharger au bon endroit. Donc tout se télécharge au même endroit parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans nos musées. Pas encore, c'est un vœu pieux. Un plan Wi-Fi est en route dans les musées de la ville de Paris et on espère qu'une grande partie de nos musées seront équipés d'ici 3-4 ans. Et au fur et à mesure de ces équipements et du développement de ce que l'on fera à la fin de la délégation des audioguides, on va se poser la question des web apps forcément. Mais on est sur la logique de proposer avec les web apps un service Wi-Fi pour ne pas être clivant au niveau de nos visiteurs et aussi dans certains lieux pour pallier à la mauvaise connexion. Je vais prendre l'exemple du Petit Palais qui est présent ici aujourd'hui. C'est vrai que la connexion dans les galeries du Petit Palais n'est pas très très bonne, ce qui fait qu'un service Wi-Fi à proposer pour aller chercher du contenu est indispensable. Merci beaucoup. Tu as parlé du passage web app prochain lié à l'installation du Wi-Fi. Je crois, Maud, que vous êtes déjà passé à ce type de projet. Alors effectivement, oui. Effectivement, on est dans d'autres contraintes et d'autres objectifs, puisqu'au Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, on reçoit 300 000 visiteurs, mais principalement des familles avec des petits-enfants. On a une offre de médiation très dense qui les concerne. Et par contre, les laissés pour compte, c'était les adultes qui étaient seuls, sans enfants, sans contrainte, et qui avaient vraiment envie d'en savoir plus sur les objets.
Donc on avait cet objectif et on est parti avec cette idée qu'il fallait justement le visiteur soit sans contrainte, c'est-à-dire qu'il ne soit pas coincé à prendre une tablette quelque part, à l'avoir tout le long de sa visite et être obligé de le rendre, etc. Mais plutôt de se servir de leur propre smartphone. C'était un autre choix, de partir de leur smartphone et d'avoir un usage très simple, d'avoir rien à télécharger. Ça, c'était essentiel. Et d'ailleurs, quand on a fait tous les tests, c'était vraiment ça qui ressortait à chaque fois. On leur disait, vous avez quelque chose qui vous est proposé sur le smartphone. On disait, ah non, non. Non, nous, on ne télécharge pas. Ou non, moi, je n'ai pas la 3G parce que je vis en Espagne. Voilà. Donc ça, et à partir du moment où on leur disait, vous avez juste un Wi-Fi, un réglage sur un Wi-Fi local à avoir. Donc là, on n'est pas sur un Wi-Fi Internet, on est vraiment sur un Wi-Fi local, une installation locale. Vous avez juste à vous mettre sur le bon Wi-Fi et tout apparaît dynamiquement et vous êtes direct sur la visite et vous n'avez rien à télécharger. Voilà. Donc là, on est sur un usage hyper facile qui ne vous contraint pas et qui ne vous oblige pas à avoir une solution à prendre du début à la fin. Voilà. Avec cette idée de pouvoir ranger son téléphone quand on... Voilà. Et encore une fois, juste pour revenir, je ne vais pas prendre la parole tout le temps, mais juste pour revenir, du coup, on cible vraiment l'adulte. Et du coup, dans nos contenus, on est aussi on est à destination de l'adulte. On est bien en temps, hein. Merci, c'est parfait. Christophe voulait intervenir, je crois, sur... Oui, juste pour apporter un éclairage complémentaire sur la question des applis, visio-guides, web, etc. Bon, nous, on est un château du XVe siècle. L'installation du Wi-Fi à l'intérieur, même si elle est souhaitée, est un peu complexe. Faudrait faire plus de 130 bornes pour couvrir le musée. Enfin bon, des saignées dans les murs qu'on n'a pas le droit de faire pour des raisons de monuments historiques. Donc, on avait laissé ça de côté. Et en 2014, on avait fait une première acquisition de visio-guide, enfin production et acquisition du matériel de visio-guide, qu'on avait doublé par des bornes, par des applications téléchargeables, à l'époque même sur Windows Mobile. On était un peu les seuls à avoir tenté ce pari. Et on s'est aperçu que, effectivement, comme tu le disais, les gens étaient très réticents au téléchargement à l'entrée du musée, que même si on proposait une borne Wi-Fi, etc., ça ne marchait pas trop. Aujourd'hui, on a une deuxième génération de visio-guides qu'on n'a pas mis en application mobile et il n'y a pas de demande. En revanche, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu depuis, je dirais, 1 an. C'est une réticence énorme des familles à prendre des appareils avec des écrans à l'entrée du musée. Parce que, oh ben non, mais il a son smartphone toute la journée sous les yeux, mon ado de 13 ans, et on ne va pas venir au musée pour qu'il soit en plus devant un écran. Alors, je ne voudrais pas en tirer une tendance complète, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui est apparu depuis 1 an, un peu plus, depuis la généralisation totale des smartphones. Et je pense qu'il faut qu'on se penche tous collectivement là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des dispositifs mobiles personnels à l'intérieur de nos musées ? Ou, c'est une question, hein, j'ai pas la réponse, ou est-ce qu'il ne faut pas privilégier des dispositifs in situ ? Maud voudrait réagir. Je voudrais juste réagir à ça parce qu'on observe ça aussi au Muséum d'histoire naturelle. C'est pour ça qu'on ne visait pas les familles et les enfants avec le smartphone, de dire non, effectivement, on ne veut pas en retour à l'écran. Par contre, dans les expos, la réaction des familles, on voit bien tout de suite, c'est tiens, il y a ce dispositif, c'est pour toi. Voilà. La borne in situ, elle est identifiée comme un objet attrayant pour l'enfant et pour l'enfant pendant que l'adulte regarde autre chose. Donc nous, on observe ce comportement-là sur lequel on peut jouer parfois et sur lequel, au contraire, il va falloir des fois essayer de basculer les usages un petit peu différemment ou donner une tonalité différente. J'aimerais donc sur les applications, comme je disais tout à l'heure, on a un panel d'outils numériques qui répondent à des besoins et la médiation mobile répond à un besoin, à des usages qui ne sont pas majoritaires. La prise de nos audioguides, quand elle est correcte, ne couvre loin de là, bien sûr, les 100% des visiteurs. Nos applications, on est content quand on a un niveau de téléchargement de plus de 10% des visiteurs qui téléchargent les applications. On est sur une niche qui a ses aficionados qui vont les télécharger toutes, les utiliser en profondeur, voire les garder, mais ça ne répond pas à tous les besoins que peuvent exprimer nos visiteurs lorsqu'ils arrivent dans nos musées.
Oui, dernier mot peut-être, sauf si Christophe veut intervenir. Je suis bavarde. Parce qu'après, je sais que tu as un film aussi, on peut, si On c'est pourra toujours le passer utile aussi. de le montrer. Oui, on peut, juste après. Justement, parler de niche publique, c'est aussi une façon, nous personnellement, l'expo n'est pas traduite, donc ça veut dire que c'est aussi un moyen de donner aux anglophones et aux hispanophones d'avoir accès au contenu augmenté dans en savoir plus et primaire du cartel en langue étrangère. Et c'est aussi du fait qu'on est sur un Wi-Fi local et donc on a un flux vidéo parfait de pouvoir proposer une offre en langue LSF qui n'est pas téléchargée, qui est fluide et qui donne du coup une accessibilité directe et qui permet aussi à la personne sourde de ne pas être obligée de se manifester à l'entrée, mais bien d'avoir directement sa visite en autonomie sans être épinglée. Voilà. On va peut-être regarder la vidéo, puis après on continuera encore un tout petit peu sur le sujet. Très explicite. Alors, tu souhaitais ajouter un mot ? Oui, je voulais juste ajouter, là on a beaucoup parlé de l'outil, je ne sais pas si ça se perçoit, on travaille aussi évidemment sur le contenu et le format du contenu. Donc là il y a vraiment un parti pris de se dire on est en mobilité, on est face à quelqu'un qui normalement est à l'aise avec un smartphone et donc on va lui proposer quelque chose, des questions très courtes, interpellantes, avec toujours une image et toujours un texte très court aussi, et à lui de prendre ce qui l'intéresse. Et je ne sais pas si ça se comprend aussi dans la vidéo, de cette idée où à un moment donné, ils se baladent, ils ont rangé leur téléphone, et ils vont le ressortir que quand ça les intéresse. Et il y a cette éducation aussi à l'usage du smartphone. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être dire un mot d'une expérience. Là, je vais être entre animateur et intervenant, puisqu'on va parler d'une expérience qui fait le lien avec le sujet du matin, c'est-à-dire sur l'innovation, puisque nous, on a vraiment, à un moment donné, quand cet objet qui maintenant a disparu, qui est les Google Glass, venait de sortir, on a testé comment est-ce qu'il pouvait être utilisé pour l'accompagnement du visiteur. On a tiré un certain nombre d'enseignements, on a fait une étude pour évaluer. On l'a développé en prototype d'abord, puis ensuite distribué par notre prestataire d'audioguide. Donc, ce qui vous montre d'ailleurs, juste pour dire un mot, qu'on rejoint tout à fait ce qui a été dit, puisque nous, on a toujours de l'audioguide physique distribué au Grand Palais aux visiteurs d'exposition.
un élément clé pour que les audioguides soient bien utilisés, c'est la capacité donc là, du prestataire de bien capter le visiteur et de l'accrocher, si je puis dire, et de lui expliquer aussi ce qui est proposé. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu tester les Google Glass, puisque si vous êtes passé chez nous, vous voyez que la distribution de guide est vraiment sur le passage avant de monter dans les expositions. Et on propose aussi évidemment des applications en téléchargement. On a longtemps été sur une application par exposition, avec effectivement cette question, dès qu'on a pu avoir un peu d'aide, à un moment donné, on avait 2 personnes en service civique qui ont pu nous aider à expliquer aux visiteurs comment télécharger. Le taux de prise a beaucoup augmenté, donc il y a vraiment une question extrêmement simple de ce point de vue-là. Ce qui est déterminant sur les applications chez nous, c'était la question des contenus. Dans les évaluations qu'on a, plus il y a de contenu, plus le visiteur est satisfait de son outil. Les audio-guides sont en freemium, donc en téléchargement payant à partir de l'application. Et là, on vient de publier il y a 2 jours, Roy Amit peut-être en parlera tout à l'heure, l'application générique du Grand Palais où on n'aura plus besoin de télécharger à chaque exposition, mais elle se rechargera des nouveaux contenus dès qu'une nouvelle exposition ouvrira. Donc là, c'est pour un lieu qui n'a pas de collection permanente, qui fonctionne qu'avec des expositions. Et évidemment, les contenus de cette application sont enrichis et avec toujours la possibilité de télécharger l'audioguide, mais surtout, on a rajouté tout ce qui permet d'aider à se repérer dans l'exposition et avec des contenus explicatifs et toujours des modules à la fois ludiques et pédagogiques sur certains aspects qui nous paraissent pertinents. Alors peut-être que sur les Google Glass, on va vous montrer une toute petite vidéo et puis je vous dirai quelques mots de l'évaluation. Ce qu'on a voulu faire avec l'équipe de la RMN GP aujourd'hui, c'était de tester la réaction de visiteurs, puis de voir comment ils réagissaient, tant au logiciel lui-même qu'au hardware, c'est-à-dire au Google Glass, voir si l'expérience globale les intéressait. King Kong que vous voyez ici est le tir le plus abouti de Niki de Saint-Phal. L'événement historique évoqué ici est la crise des missiles de Cuba. Ces armes nucléaires sont d'ailleurs représentées en train de s'abattre sur la ville de New York. Les gratte-ciels qui resteraient debout après ce bombardement devront ensuite affronter un gigantesque dinosaure. Niki, qui possède une bonne culture populaire, fait ici référence au monstre cinématographique Godzilla, dont l'apparition est causée par des essais nucléaires dans le Pacifique. Par rapport à un audio-guide qui est sec, là il y a du contenu multimédia, il y a des références externes, il y a des photos, des vidéos. Personnellement, j'aime bien le contact seul, très simple avec les œuvres d'art, donc je ne suis pas forcément un grand consommateur d'audio-guide et d'aide à la visite. Mais cette formule, peut-être, va apporter une légèreté, quelque chose d'assez convivial, agréable et confortable. Pour nous, c'est évidemment une chose qu'il faut expérimenter et ça nous paraît une voie assez évidente pour l'avenir. Voilà, alors ça parle... bon, là, ce serait plutôt pour la suite, hein, donc on peut peut-être le garder pour la partie précédente. On prendra quelques questions. Juste avant de vous passer la parole, sur les Google Glass, donc ça dit déjà une première chose, c'est que les outils technologiques peuvent disparaître, donc on est lié aussi à des fournisseurs, à des technologies. Personnellement, je trouvais que c'était une expérience extrêmement intéressante. Un des points clés qu'on a tout de suite noté quand on l'a expérimenté dans la première exposition, c'est qu'il fallait travailler les contenus spécifiquement, évidemment, pour la technologie. C'est-à-dire que la première fois, on a réutilisé des contenus d'audio guide et c'était très insuffisant puisque vous voyez, enfin peut-être vous avez compris à travers la vidéo qu'il y avait véritablement un enjeu qu'à un moment donné apparaissent bien dans son champ de vision les images qui sont pertinentes au moment où le discours avance et que c'est toute la richesse de l'outil tient principalement à ça. C'est-à-dire de pouvoir avoir dans son champ de vision à la fois
l'œuvre et un écran qui vous donne une œuvre de référence ou vous montre un détail sans avoir à bouger le regard, à tenir un outil. C'est vraiment une question d'ergonomie et je pense d'ailleurs que c'est là-dessus que une partie des visiteurs pouvaient être insatisfaits. La qualité de l'écran des Google Glass est quand même pas extraordinaire, donc c'est vrai que quand on a à la fois l'œuvre dans le regard et ce petit écran qui la reproduit, même si, comme vous l'avez vu à un certain moment, il y a une partie qui est mise en avant, c'est un petit peu décevant. Dans les retours utilisateurs, on n'a pas eu un taux de satisfaction extrêmement important, plutôt une légère déception, en partie liée au contenu, justement, une envie qu'il y ait plus de contenu qui soit développé, et ça, c'était un peu les limites quand on fait une expérimentation. Et puis après, une difficulté d'usage, évidemment. On est un peu cyborg, il faut s'habituer à la manipulation. Et si on n'y arrive pas bien, effectivement, il y a des moments où l'outil nous laisse en rade et où on n'arrive plus à accéder au contenu. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si ce type d'outil recommencera à être développé, mais personnellement, je pense que peut-être s'il franchit un stade de développement, comme on a vu que les smartphones avec Apple avaient à un moment donné réussi à être beaucoup plus ergonomiques que d'anciennes tentatives préalables, il y aura peut-être entre nos mains de nouvelles possibilités. Alors, je propose de passer à quelques questions de la salle, peut-être pas énormément, on aura aussi une deuxième séquence de questions si on avance bien à la fin. Bonjour, Benoît Villain du LAM à Lille. Nous sommes équipés, nous aussi, de VisioGuide, d'une application qu'on met tant bien que mal à jour parce que les collections bougent beaucoup. En fait, j'ai une question qui est une question que nous, on se pose au sein du musée sur la question de la diffusion des contenus. Vous avez évoqué le fait que vos différentes structures mettaient en place des applications, des dispositifs VisioGuide, AudioGuide. Je voulais savoir si ces contenus étaient aussi disponibles en accès sur YouTube, sur SoundCloud ou sur d'autres types de plateformes. Et sinon, qu'est-ce qui fait que vous privilégiez la mise en place de dispositifs à télécharger ou à louer sur place ou à emprunter sur place, plutôt que de mettre ces contenus de mettre aussi ces contenus à disposition sur des plateformes comme YouTube ou SoundCloud? Je sais que pour notre part, la réponse est facile à faire. Nos contenus sont intrinsèquement liés à la visite du musée. C'est vraiment un accompagnement de visite. Et on est dans un château du XVe siècle où il n'y a pas de connexion 3G. Même Edge, parfois, ça saute. Donc, diffuser des contenus en ligne comme ça n'aurait pas vraiment de sens. Il y avait une autre raison aussi pour laquelle on avait fait ces applications qui doublaient les visioguides, c'est que on considérait à l'époque, en 2014, que tous nos visiteurs n'avaient pas forcément l'abonnement qui allait bien, l'abonnement au niveau données, le chiffre qu'aucun fournisseur d'accès ne communique, il communique des pourcentages d'équipements smartphone, mais jamais le pourcentage d'abonnement data. Et donc, comme on se veut un musée citoyen, on ne voulait pas exclure une certaine catégorie de visiteurs. À Paris Musée, de plus en plus, on crée du contenu spécifiquement pour les applications, pour vraiment avoir un plus de visites, que ce soit de l'audio, le texte qui est réécrit au possible pour vraiment coller à l'utilisation smartphone. Donc on est sur du contenu spécifique que l'on veut déclencher, on veut vraiment que ce soit le déclencheur de téléchargement. Donc on fait des vidéos jusqu'aux audios, vraiment un contenu spécifique que l'on propose exclusivement pour le moment dans l'application, sauf quand ça concerne les collections permanentes, où là, on a pour but de le diffuser sur le site des collections de Paris Musée et des musées concernés. Donc on est vraiment sur du contenu fait pour l'usage mobile, et donc on ne le propose pas tout de suite en ligne, on ne le propose pas in situ non plus sur des dispositifs in situ parce qu'ils ne sont pas faits pour. Et puis c'est toujours difficile de rajouter des écrans dans une scénographie d'exposition par exemple. Donc on privilégie un usage mobile de A à Z, de la création de contenu jusqu'à son utilisation.
Dans notre cas, on a toutes les situations, c'est-à-dire que nous, ça fait déjà 12 ans qu'on a signé un partenariat avec Wikimedia pour que nos images de collection soient en HD sur Wikimedia. Donc il y a plus de 4000 objets aujourd'hui, en licence libre bien évidemment. On commence à mettre aussi nos objets 3D sur Sketchfab. Donc ça, c'est le côté purement collection, on va dire. Sur le site web, on a aussi toute une rubrique de Parlons Science où on complète soit l'actu labo, soit synthèse, soit par exemple, en ce moment, on est sur une exposition Rapa Nui sur l'île de Pâques, où on a développé un jeu pour comprendre l'orientation des Polynésiens à l'époque, quand il n'y avait pas d'instrument de mesure, comment ils arrivaient à rejoindre une île et à aller peupler une autre île. Donc là, on a le jeu en ligne sur notre site web, on a toute l'explication derrière qui est vulgarisée, mais qui permet de comprendre mieux. Voilà, on fait des ponts malgré tout. On a quelques dispositifs, une fois que l'expo est finie, souvent, quelques dispositifs, surtout quand c'est des films animés qu'on remet sur YouTube, par exemple. Donc, enfin, on joue un peu sur Instagram. On commence à créer des stories spécialement pour Instagram, là où on est plus en expérimentation pour un projet ultérieur. Voilà, je ne sais pas si on répond complètement à la question, mais on fait un peu de tout. Donc un peu de géométrie variable, d'autres non. Sinon, il y avait une question ici, je crois, 2 questions. Oui, Alexandre Levitz, département du Nord. Comme il y a, comme on dit, des publics, donc justement, est-ce que vous n'avez pas été tenté par développer des outils différents pour un seul établissement? Parce que du coup, on n'est pas obligé de partir juste sur du web app, et notamment avec la possibilité qu'offrent notamment des applications sous Android qui laissent ouvert le champ de développement. Est-ce que finalement, maintenant, il ne faut pas commencer à avancer plutôt du contenu pour différents outils, puisqu'on a différents publics. Et autant conserver l'audio guide que partir sur le smartphone, qu'on peut avoir la tablette, qu'on peut avoir un écran, et pas seulement un développement sur un seul outil. Effectivement, il y a la question d'un contenu qu'on peut mettre sur une variété de supports. Il y a aussi la question des différents outils. Ça a été rapidement, mais peut-être on peut développer, aborder pour différents publics. On a parlé des publics, par exemple, malentendants. On a parlé, mais peut-être on peut y revenir, des publics en famille, les parcours en famille ou les audioguides spécifiquement destinés aux jeunes qui justement utilisent plus l'écran. Alors peut-être qu'on y reviendra maintenant, c'est peut-être l'inverse effectivement qui va se passer. Est-ce que vous avez peut-être des compléments à apporter sur ces sujets-là? Oui, moi, j'ai pas encore beaucoup de recul sur l'audio guide ou le visio guide. Ça dépend par quel biais on le voit, puisqu'il n'est pas encore déployé au Musée de l'Art Humanité. On est en train de le finir. En tout cas, pour répondre à ce que vous dites, nous, on a énormément de dispositifs de médiation numérique dans le parcours. Donc, on n'a pas besoin d'en raconter plus avec le visio guide. On est vraiment parti sur l'idée que ce visio guide, finalement, c'était un audio guide, c'est-à-dire techniquement parlant, c'est un smartphone avec un écran, mais en termes de positionnement éditorial, c'est pour satisfaire le visiteur qui n'a pas pris le soin de s'inscrire à une visite guidée avec un guide conférencier en chair et en os, mais qui a quand même envie qu'on lui raconte le musée à l'oral, de se servir de cet outil-là pour ça, et après pour avoir une offre handicap. Donc on a la LSF, on a l'audiodescription, et puis le français facile à lire et à comprendre, et effectivement une offre orientée jeunesse, mais qu'on a essayé de calibrer dans une logique, tu peux pas faire le parcours sans regarder les collections, lire les cartels, etc. Donc finalement, on revient à quelque chose d'assez proche de l'audio guide de base, mais avec des technologies un petit peu plus puissantes, parce que c'est quand même bien de pouvoir mettre de l'image, même si le contenu il est essentiellement audio, etc. Et pour revenir à la première question qui a été posée en tout début en table ronde, où je disais que le process de réalisation aujourd'hui est différent. Typiquement, en tout cas chez nous sur la web app, on l'a alimenté. C'est un travail conjoint, collection, médiation numérique, exposition. Et donc l'idée, c'était vraiment justement de compléter une offre et de ne pas en rajouter une de plus parmi d'autres
Donc la médiation étant présente, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils proposent au public, ils savent très bien là où il y a encore une demande, et c'est là où on complète finalement la médiation humaine, déjà, rien que par. Et en plus, évidemment, la médiation d'exposition qui est présentée. Pour compléter, effectivement, des outils qui se complètent, enfin, la complémentarité des outils, c'est une vraie question aujourd'hui. Et en fait, on se la pose tout le temps. On a tous, en fait, plus ou moins des dispositifs in situ, des dispositifs mobiles, des dispositifs hyper innovants. Enfin, voilà. Et à chaque fois, il y a cette question de la complémentarité. Il n'est pas question de doubler le contenu, de le présenter de la même manière, mais vraiment d'avoir une approche différente en fonction des publics, en fonction des outils qu'on va vouloir développer pour ces publics, mais aussi en fonction des collections. Nous, à la Monnaie de Paris, sur le parcours permanent, on a décidé de ne pas mettre d'audio-guide parce qu'on a déjà beaucoup de dispositifs in situ et on ne voulait pas forcément rajouter un écran aux écrans. Par contre, sur les expositions d'art contemporain, qui sont des expositions temporaires, ouais, ça fait sens en fait d'avoir un audio-guide parce que c'est pas forcément des collections faciles à appréhender pour tous les publics. Et c'était bien d'apporter un petit complément de manière assez simple et de manière aussi... il y a aussi la temporalité, c'est-à-dire qu'une exposition temporaire, on ne va pas mettre les mêmes moyens que sur une exposition permanente. Aujourd'hui, un audio-guide, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher en termes de déploiement de contenu et ça apporte une vraie valeur ajoutée pour les visiteurs. Je crois que dans toutes nos discussions, il y a toujours le fait que les outils dépendent des situations, du contexte, de quel type de collection, pour quel type de public, des usages. Il est un peu facile de dire que entre les musées de beaux-arts, les musées de société, d'histoire, d'archéologie, les choses vont être différentes parce qu'en fait, on va certainement retrouver beaucoup de recoupements, mais dans les musées de beaux-arts, on sait qu'il y a toujours une attente d'un audio-guide sans image, par exemple, puisqu'on vient pour voir des œuvres et qu'on peut même être dérangé par le fait d'avoir l'image, mais qu'en revanche, pour un public plus jeune, un public d'enfants, il peut être intéressant de proposer sur l'écran, de jouer avec les reproductions des œuvres ou avec différents éléments contextuels. Alors, oui, Christophe voulait dire quelque chose, sinon je trouvais que la transition était assez belle vers la deuxième partie, puisque... Alors mais Christophe... C'était juste pour synthétiser un peu ce que tout le monde a dit. C'est vrai qu'on peut pas se dire ce dispositif-là, on va le déployer à la fois en mobile, in situ, pour les jeunes, pour les vieux, etc. En termes de contenu, ça n'aurait pas de sens, et même en termes de coût, ça n'aurait pas de sens non plus. En revanche, je crois que c'est important de réfléchir au niveau d'une stratégie globale, à avoir une offre qui peut convenir à tous. Ça veut dire que ce n'est pas tous les dispositifs pour tous, et certains vont être plus pour les jeunes, d'autres vont être plus pour les personnes âgées, etc. Voilà, c'est tout. Écoutez, si on peut peut-être garder d'autres questions pour plus tard, mais je trouvais que la transition était belle vers la question plus des outils in situ, avec peut-être que je donnais la parole à Christophe, notamment une petite vidéo qui présente donc une expérience que vous avez notre dernier dispositif mis en salle sur 2 tableaux. Nous, on met des écrans devant les tableaux et des écrans qui représentent les tableaux en plus. Si la vidéo se lance, vous allez voir. Avec du son, s'il vous plaît. Notre regard se perd devant ce ciel et cette mer immense. Charles Leduc, l'auteur de cette toile, est né à Nantes en 1831. Grand voyageur, le peintre se distingue dans les portraits de navires et les scènes de belle plaisance. Dans ce tableau, réalisé au début des années 1880, Charles Leduc semble avoir posé son chevalet à bord d'un navire, à l'entrée de Saint-Nazaire. Le port est signalé par 2 jetées, chacune avec un feu, vert à l'est, rouge à l'ouest. On distingue, à l'arrière-plan, avec sa haute flèche, la vieille église du bourg, située sur la pointe, Je vais commencer à parler ainsi que le vieux môle, construit en charmante 1838 pour accueillir les passagers des vapeurs de Loire qui font la liaison.
couper le son, mais laisser l'image. Mais donc l'idée, c'est que on est un musée d'histoire, hein, je le rappelle. On a un certain nombre d'œuvres qui sont intéressantes chez nous, pas forcément sur le plan pictural, encore que celle-ci peut l'être, mais aussi sur le plan de ce qu'elle raconte. Et notamment, on voit énormément de navires sur cette toile qu'on ressentait le besoin d'expliquer. Et donc on a mis en place, c'est tout nouveau, hein, c'était cet été, 2 vidéos réalisées à partir de prises de vue gigapixels, donc qui nous permettent de zoomer énormément, qu'on a animées. Chacune de ces vidéos dure à peu près 5 à 6 minutes. Elles sont en 3 langues. On l'a fait aussi pour la gravure que vous voyez là, qui est un panorama de Nantes au XVIe siècle. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter à en savoir plus, et c'est donc présenté sur des écrans de 27 pouces qui sont à 2 mètres ou 3 mètres du tableau, en 3 langues, et bientôt en LSF. Donc voilà, bon, c'était juste le dernier bébé. Il y a toute cette question quand même, on a parlé tout à l'heure de où est-ce qu'on met les dispositifs, par exemple au sein d'une collection ou d'une exposition, cette proximité de l'œuvre. Est-ce que ça a été facile à gérer au sein du musée? Est-ce que ça a été le fruit de longues discussions? On a des conservateurs qui sont des conservateurs du patrimoine et qui ont envie de parler du patrimoine. Donc ils ont accepté, oui, ça. Le musée d'histoire de Nantes, depuis sa réouverture, il y avait une volonté d'utilisation des outils numériques dès le départ qui était importante, et donc c'est dans la continuité. Alors juste par rapport aux images que vous pouvez voir sur l'écran là, c'est vrai qu'on voit bien la taille de l'écran par rapport à l'œuvre qui est derrière. On a juste fait qu'il y a une boucle d'attente qui, quand il n'y a pas de visiteurs devant, la luminosité redescend. Là où on est assez content, c'est que c'est des écrans 4K, donc de 4 fois la définition d'une image HD. Et c'est vrai que du coup, comme on parle d'images gigapixels, on a une réelle qualité de représentation, jusqu'à voir les éclats de vernis, etc., quand on zoome fort. Après, bon, voilà, c'est les 2 premiers. On va évaluer tout ça pour savoir si on en fait 2 autres, puis 2 autres dans le musée. Mais ça nous semblait un bon moyen de faire parler ces toiles. Et pour nous, c'est important qu'elles parlent, enfin ces toiles ou ces œuvres. C'est important qu'elles parlent, puisqu'on est un musée d'histoire et que la contemplation ne suffit pas. Il y a du sens à ajouter. Voilà, alors il y a certainement dans les musées de Beaux-Arts aussi des choses à dire sur les œuvres, mais c'est vrai qu'il y a souvent des réactions des conservateurs ou des commissaires. On pourra échanger ensuite sur ces questions-là par rapport à la simple proximité, c'est-à-dire une crainte qui se manifeste parfois vraiment directement, de dire l'écran est tellement attractif, tellement séduisant, là on voit bien, ça bouge, ça parle, que l'œuvre va l'être moins. Dans les premières observations de public que l'on fait, on s'aperçoit que les gens qui regardent le film en entier passent leur temps à retourner vers l'œuvre pendant la projection de la vidéo, et qui font des allers-retours du regard. Donc on ne peut pas dire que l'écran soit plus captivant. Au contraire, il apporte des informations qu'on va vérifier sur la toile. Et ça, c'est assez intéressant. On ne savait pas que ça ferait ça, mais je l'ai constaté à plusieurs reprises. D'accord. Alors peut-être Agnès, à la Monnaie, vous avez expérimenté des dispositifs de la même sorte, mais là avec peut-être un peu de recul maintenant. Est-ce qu'il y a plus d'enseignements qui en sont sortis? Oui, alors le musée a ouvert il y a 1 an, donc on a 1 an de recul, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Déjà dans ce qu'on appelle cartel numérique, ça peut prendre plein de formes différentes, ça c'est important de le dire. Je pense qu'il faut pas, il peut y avoir plein de manières différentes. Alors nous, la Monnaie de Paris, on a des collections assez particulières. Alors, déjà sur le fond, on est aussi plutôt un musée d'explication et de contenu. En plus, nos collections, c'est 170 000 objets, et pour 70 000, des pièces de monnaie, donc des objets qui font entre 1 et 5 cm. Donc vous imaginez que finalement, quand on le voit sur un écran 32 pouces, déjà on est assez content de pouvoir un peu mieux voir les objets. Ensuite, dans nos patrimoines, on a aussi tout le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les savoir-faire
et les métiers d'art qui sont dans nos ateliers. Et donc ça, c'est pareil, montrer des métiers d'art sans utiliser de la vidéo, de la pédagogie numérique, de la manipulation, c'est un peu une évidence en fait. Après, sur les dispositifs, on va avoir des choses qui vont être assez variées. Il y en a un qui est assez rigolo parce que quand on l'a conçu avec l'agence qui nous a accompagnés sur ce travail de conception multimédia, qui est l'agence du EMA, c'est vraiment venu des objets en eux-mêmes. C'est un dispositif qui est un dispositif de frappe au marteau où en fait on invite le visiteur à s'expérimenter à la frappe au marteau avec son poing. Heureusement, on ne lui donne pas un vrai marteau. Mais en fait, c'est ce dispositif-là. C'est parti de l'observation de nos objets. C'est-à-dire que dans nos collections, on a ces monnaies qui sont mal frappées, elles sont décentrées, la frappe est plus forte d'un côté, le motif est mal imprimé, etc. Et en fait, quoi de mieux pour expliquer au public ces objets qui sont dans la vitrine juste à côté que de leur faire expérimenter. Et là, on rentre dans du cartel numérique, mais on est vraiment dans du cartel, entre guillemets, cartel numérique vraiment intelligent et d'expérience. C'est-à-dire que le visiteur va venir frapper, il va se rendre compte que son dessin s'imprime mal. Et on l'invite évidemment à regarder la vitrine qui est juste à côté et il dit « Ah bah oui, ces pièces, elles sont mal frappées et c'est pour ça ». Donc on peut vraiment dialoguer avec les collections et venir les enrichir alors, par des images haute définition, par des contenus qu'on va apporter, mais aussi même par de l'expérience. Ça, je trouve que c'est assez intéressant et ça marche très bien. Le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un vrai apport de ces dispositifs-là dans la médiation. Le dispositif là qu'on voit aussi à l'écran est vachement intéressant. Donc c'est un dispositif d'agrandissement. Alors comme je vous disais, c'est des petits objets. Ce dispositif-là, il est utilisé évidemment par nos publics. Il est aussi beaucoup utilisé par nos médiateurs. On l'a vraiment co-conçu avec eux. Et c'est vachement intéressant parce que quand on a un groupe de 15 personnes qui débarquent dans le musée et qu'on veut parler d'une pièce spécifiquement de la collection, faites passer 15 personnes derrière une vitrine pour regarder un objet d'1 centimètre, c'est un peu compliqué. Par contre, le médiateur prend l'objet là, qui est l'objet matériel, le montre devant la petite webcam, ça s'affiche en très grand. C'est un super support de médiation. Enfin, voilà, c'est aussi... il faut que ça soit au service des collections et de ce qu'on veut raconter, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est très intéressant aussi d'entendre parler des méthodes de conception, l'intervention des médiateurs. Là, justement, Jean-Pascal, là, on est dans un musée qui est créé, dans lequel il va y avoir beaucoup de dispositifs numériques. Comment ça se passe quand on commence la réflexion comme ça? Est-ce qu'on a un cahier des charges qu'on définit extrêmement précisément et puis on cherche une entreprise de conception pour réaliser? Ou est-ce qu'on travaille en partenariat plus avec différents prestataires? Comment... Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner je ne sais pas si de cette j'ai expérience des conseils à donner. Je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que là, le musée est ouvert, hein, il est ouvert au public. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, on constate aussi par la nature même du propos, hein, puisque c'est un musée archéologique, que l'outil numérique apporte vraiment. Tu veux passer une vidéo peut-être pour montrer le musée ou... Oui, on peut la mettre sans le son, en même temps que je parle, parce que c'est vraiment une vidéo un petit peu teaser qui a le mérite de montrer les espaces du musée, mais qui ne va pas forcément illustrer mon propos, surtout sur la méthode de conception. Sur la méthode de conception, en fait, pour être très pratico-pratique, moi je suis arrivé très en amont de la création de ce musée. Je suis arrivé en 2012, donc il y a 6 ans, et à un moment où le PSC avait été rédigé. Le PSC comportait une partie numérique forte. Il y avait une volonté politique, hein, que ce musée s'inscrive dans la modernité, dans une certaine idée du musée du XXIe siècle. Donc il y avait déjà un travail qui avait consisté à définir des typologies de projets et des typologies de représentation par l'image, interactive ou non. Donc j'arrivais sur un défrichage. Après, on a travaillé avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, l'agence Aubrier-Guiguet, qui nous a aidé à préciser les sujets et les formes. Donc on s'est dit, je ne sais pas, présenter le rempart en construction au 1er siècle, on va peut-être plutôt le faire avec un dispositif de type un peu réalité augmentée ou 3D panoramique. Raconter les fouilles de l'avenue Jean Jaurès sera peut-être plutôt un film utilisant des images d'archives. Expliquer la peinture de Villa-Romain, on va peut-être essayer de faire une grande projection un peu monumentale. Voilà, on était un petit peu sur on a commencé à préciser les choses. Et puis après, moi j'ai repris tout ça là vraiment en direct avec la conservatrice et son équipe. Et là, moi j'avais vraiment la volonté d'avoir des cahiers des charges précis.
Je voulais des cahiers des charges précis parce que on est dans des logiques d'appel d'offres. Donc on n'a pas beaucoup l'opportunité de discuter avec nos potentiels prestataires avant, et du coup leur faire comprendre la philosophie du projet, c'est pas possible à ce stade-là. Et par ailleurs, on est sur des volumes budgétaires qui sont trop importants pour se retrouver dans des situations du genre ah mais non, nous on n'avait pas prévu ça du tout. Ah ben oui, mais moi les 3 points de suspension là, ça voulait dire 3D ou ah bon, ça nous paraissait évident. Donc voilà, je voulais des cahiers des charges assez précis. Donc il y a eu vraiment un travail après de scénarisation un petit peu poussé, de dispositif par dispositif, pour que on sache très bien où on va. Également en termes de besoins internes. Il faut voir que j'arrivais avec une équipe qui n'avait jamais fait d'audiovisuel, jamais fait de multimédia, et pour leur faire comprendre que ce qu'ils allaient vouloir raconter, ça allait nécessiter un travail de production des contenus, de recherche iconographique, dans les fonds dont les droits appartiennent à la ville de Nîmes, mais également à l'extérieur, important, et d'avoir déjà une idée suffisamment précise de ce qu'on allait produire pour être capable, au moment où les agences seraient nommées, de dire « Ok, vous avez besoin de telles images, on y a pensé, elles sont prêtes, on va pouvoir les fournir », parce qu'après, il y a quand même des délais à tenir. Donc voilà, moi, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est en tout cas comme ça que je m'y suis pris pour éviter les mauvaises surprises et les incompréhensions sur un cahier des charges un peu trop ouvert, en se disant on va laisser les choses ouvertes parce qu'on veut de la créativité, puis en même temps on s'imagine des choses et on lui dit ah oui mais non, ça dans le budget, vous vous rendez pas compte, c'est pas possible. Et par ailleurs aussi pour que l'équipe du musée soit consciente, parce que je pense qu'ils en avaient pas conscience. Au début on se dit ah oui, il faut qu'on fasse un film sur les fouilles de l'avenue Georges Jaurès, ah oui, il faut qu'on raconte la découverte des jardins de La Fontaine au XVIIIe siècle et tout, et puis quand on commence à leur dire ok, alors tu veux le faire avec un film, donc ça veut dire ça, il faut écrire ci, il faut rassembler tel contenu, il faut solliciter tel scientifique, parce que toute la connaissance est évidemment pas forcément dans les équipes du musée. Ça leur a permis, entre guillemets, de cartographier un peu le besoin et de se rendre compte de la tâche. Alors, dans la précision comme ça, peut-être qu'on perd une certaine possibilité de créativité de la part des prestataires, mais voilà, moi c'était le moyen aussi d'être sûr d'arriver à un résultat et de ne pas avoir de blocage en cours de production sur des problématiques de budget ou d'impréparation des dossiers, quoi. C'est passionnant, il y a certainement beaucoup de questions autour de ça. Enfin, on pense par exemple à la durée que vous aviez, est-ce qu'il y avait un ou plusieurs prestataires, des choses comme ça, mais peut-être dans la salle, il y a déjà des questions d'approfondissement ou des réactions à ce qui a été dit. Est-ce que parmi les méthodes, vous avez fait appel au sourcing ? Qu'est-ce que vous appelez le sourcing ? Le sourcing, c'est une disposition du marché public européen et donc français également, qui permet en fait de consulter des entreprises pour qu'elles présentent les approches différentes qu'elles ont en fonction par rapport à ce que vos besoins. Et en fait, c'est plus, on est un peu genre publier information. Après, il faut pas, la règle est valable pour tous dans le cahier des charges. Donc, il faut faire un cahier des charges avant pour préparer le sourcing. Mais ça permet en fait de présenter aux différentes personnes qui vont participer au projet, donc à l'interne, de déjà avoir une sensibilisation des différentes possibilités qui existent sur le marché, sans dire on décide de telle ou telle personne. Mais c'est une sorte de publi-information de la part des... Donc a priori, vous ne voulez pas utiliser. Vous voulez dire que de donner la possibilité aux entreprises d'exprimer un peu leur vision du projet Non, de plutôt présenter ce qu'ils font, oui. Pour donner justement une possibilité d'aperçu des possibilités pour celui qui fait le projet, quoi. Oui, alors bon, moi je viens avant de travailler au musée de la Romanité, je viens de la production, donc je dirais là pour le coup c'est mon expérience personnelle, mais le paysage des entreprises qui évoluent dans ce domaine-là, je le connais assez bien. Le paysage des possibilités technologiques, narratives également, puisque ça fait 6 ans que je suis à Nîmes sur le musée de la Romanité, mais avant j'ai près de 20 ans de prod et de production pour des clients, où là j'étais plutôt de l'autre côté de la barrière. Donc à titre personnel, j'ai pas ressenti ce besoin. J'étais en veille évidemment, je fais de la veille sur les pratiques, sur ce qui a été développé dans d'autres musées, mais je me sentais pas dans un besoin de connaître le panel des entreprises et des possibilités. J'avais le sentiment, à tort ou à raison, de le connaître déjà, quoi. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, ça, on parlait tout à l'heure en introduction de ce qui a changé depuis 10 ans. Je crois que c'est un des gros éléments, c'est-à-dire que des personnes comme Jean-Pascal ou comme moi sont des personnes qui sont en poste dans des musées avec des services liés au numérique. Ou à Paris Musée, pareil, hein, ou Mode, enfin, etc. Il y a 10 ans, on était qu'une poignée à faire ce métier-là. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, les musées ont pris conscience de ça. Et moi, je sais que mon poste a été prescrit par l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait réfléchi au parcours multimédia du musée, comme on l'appelait à l'époque. Et je crois que du coup la question du sourcing se pose beaucoup moins parce que ça fait partie de nos missions aux uns et aux autres de faire une veille permanente, de nous rencontrer dans des journaux comme celle-ci, d'échanger nos informations et voilà. C'est la professionnalisation en fait. C'est une des questions que je me posais d'ailleurs par rapport au budget notamment, puisque Jean-Pascal, tu disais on part sur des cahiers des charges assez précis, donc ça veut dire que dans l'enveloppe globale, il y a une possibilité de savoir comment vont se répartir, quels vont être les coûts prévisionnels de manière assez fiable, parce que sinon, évidemment, il y aura un risque de déborder des enveloppes. Il y a d'autres questions sur le sujet, sur ces sujets qui sont très riches. Au musée de la Romanité, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de rapports aux œuvres aussi. On l'a pas abordé, mais effectivement, cette question-là, on l'a abordée avec Christophe, avec Agnès. Peut-être en dire quelques mots. Oui, alors, c'est sûr que dans un musée archéologique, c'est un peu du pain béni, en fait, là, pour le coup, au niveau de la médiation numérique, parce que c'est un peu comme la problématique de l'histoire. On a des conservateurs qui ont beaucoup de choses à expliquer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leurs réticences, leur pudeur, leurs interdits, leurs tabous, etc. par rapport à certains sujets, la façon de les représenter. Mais en tous les cas, ils sentent bien qu'il y a tout un hors-champ de la collection qui, quelque part, est le propos essentiel du musée et qui n'est pas perceptible uniquement par l'objet. On ne vient pas effectivement, même s'il y a des œuvres qui ont une dimension contemplative forte, hein, il y a des très belles fresques, il y a des magnifiques mosaïques, il y a des objets du quotidien qui sont émouvants et qui sont magnifiques. En même temps, ils sont dans un musée archéologique, donc ils ne sont pas présentés en tant qu'œuvre, mais en tant qu'objet archéologique, avec tout ce qu'ils véhiculent en termes de savoir, de possibilités d'interprétation, d'hypothèses, etc. Et là, pour le coup, le numérique permet de raconter toutes ces histoires de manière extrêmement confortable et attractive. Et là, moi, j'ai pas eu du tout de problématique de concurrence entre l'œuvre et l'écran. Au contraire, l'écran est une continuité du propos. Il accompagne l'œuvre, il accompagne la médiation traditionnelle écrite, hein, les cartels papier, les panneaux, etc. Et puis, on a pu travailler avec des sociétés très bien, On Situ et Opixido, qui nous ont vraiment apporté un soutien conceptuel, éditorial, créatif, technique de grande qualité. Tu parlais du PSC au début. Est-ce que dès le PSC, donc au moment où tu arrives, il était évident qu'il allait y avoir autant de dispositifs? Oui, je voyais qu'ils avaient déjà prévu qu'il y en ait beaucoup, oui. Ce qui était plutôt chouette pour moi. Ouais, voilà. C'est assez logique. Et bon, j'ai un peu la réponse à la question, mais est-ce que si le musée avait été fait 5 ans avant, voire 10 ans avant, il aurait été, à ton avis, extrêmement différent? Ah oui, c'est probable. Oui, c'est probable. Pour prendre un exemple dans la région, alors j'ai pas la date exacte de l'ouverture du musée Arlantique, mais on a l'exemple d'un très beau musée avec de très belles collections, mais qui est conçu et construit à une époque où l'outil de médiation numérique a beaucoup moins d'importance dans la tête des conservateurs, et il y a une différence qui est énorme à ce niveau-là entre les deux musées aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si Maud ou Philippe, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet qui vous touche aussi, évidemment? Le sujet, donc pour rester sur le côté historique ou archéologique, nous touche particulièrement, vu que l'on ouvre en décembre prochain, décembre 2019, le musée Carnavalet, le musée d'histoire de la ville de Paris, où là aussi, on a besoin de contextualiser, d'expliquer au-delà des textes de salle et des cartels, les œuvres, leur contexte, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles représentent, pourquoi elles sont là, vraiment expliquer l'histoire de Paris, de l'archéologie jusqu'à nos jours. Et on ne va pas se priver de mettre des écrans devant des objets, des œuvres objets, pour venir expliquer, surtout dans des endroits comme des période rooms. Vous connaissez Carnavalet, c'est période room. On ne va pas mettre des cartels sur les objets un à un. On va
on est en train de produire des outils qui seront réplicables sur toutes les périodes room pour venir mettre un écran et que chacun vienne chercher les informations sur les objets qu'ils peuvent voir au fur et à mesure de ce qui les intéresse. Donc là, on vient vraiment en substitution complète des cartels papier et après, au fur et à mesure aussi des audiovisuels d'explication, de la 3D, de la réalité augmentée, ce genre d'approche qui, sur les musées historiques, peuvent vraiment être intéressants et on n'a pas le problème d'écran devant l'œuvre, vu qu'on est vraiment sur l'amplification du contenu à partir de l'objet, donc la question se pose moins. On a aussi la chance de travailler sur le musée de la Libération de Paris que l'on ouvre en août 2019, le 25 août, où là aussi la problématique est exactement la même et le numérique est indispensable in situ et en mobilité pour ce genre de parcours. Maud, tu veux peut-être intervenir ? Je vais rejoindre globalement ce qui a été dit. Ce que je vais juste ajouter, rappuyer ce que je disais au départ, c'est qu'il y a quelques années, je faisais partie déjà de l'équipe avec ce métier. Comme disait Christophe, on n'était pas nombreux et on était encore considérés comme intervenant à un temps un peu trop tard, à mon goût. C'est-à-dire que le muséographe avait déjà établi tout son programme, il savait déjà chaque dispositif où c'était, et puis il arrivait, il disait voilà, dans la régie, il y a un écran, il y a une borne, et puis là, il va falloir que tu parles de ça. Bon, très bien, sauf que c'est beaucoup moins intéressant. Aujourd'hui, dès qu'on sait de quoi on va parler, on travaille en équipe pour savoir à quel niveau on va plutôt travailler sur de la manip manuelle ou à quel moment on va parler du numérique. Et là où on parlait de veille, bien sûr que c'est là que c'est intéressant parce qu'on apporte cette valeur aussi de dire tel contenu, il aurait tout à fait sa pertinence. Tiens, je vais faire un pied de nez sur en réalité virtuelle ou sur une bande toute simple ou sur la web app ou sur le site web. Voilà, c'est vraiment c'est là où on peut aujourd'hui vraiment affiner avec le muséographe et toute l'équipe sur comment on dit les choses. Alors dans ce comment on dit les choses, tu me tendais la perche pour la transition sur la réalité virtuelle. Et quand on a abordé la question rapidement entre nous, juste avant le début, Christophe disait mais la réalité virtuelle, ça s'appelait autrement. Il y a cette question de comment dire les choses. Il y a réalité virtuelle, réalité augmentée. À quel moment on est dans l'un ou dans l'autre. La question de la réalité virtuelle, au départ, avec Pierre-Yves, on voulait l'aborder d'abord sous l'angle de la rupture dans la relation aux autres visiteurs et au parcours d'exposition, puisque on imaginait la réalité virtuelle à travers les casques type HCR, Oculus, etc., dans lequel on peut tout d'un coup s'immerger d'une autre manière et proposer une autre expérience, mais qui effectivement coupe à la fois du reste du public et du parcours qu'on était en train de faire. Est-ce que ça a sa place ? Est-ce que vraiment on peut dire que ça renvoie à une frontière assez floue, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la réalité virtuelle sans avoir cet effet de coupure, tout en gardant l'effet immersif. Je pense au dispositif, par exemple, qu'on a fait sur l'exposition Gauguin, où on a reconstitué la maison du Jouir à la fin du parcours sous forme d'hologramme dans l'espace. Et effectivement, il y avait un effet, on est dans la réalité augmentée, mais il y a un effet de virtualité. Quelle est votre réflexion aujourd'hui sur ces questions-là ? Vous les pratiques, ou ce que vous avez pu mettre en œuvre dans les parcours. Sur ce que l'on a mis en œuvre à Paris Musée, vous avez peut-être pu tester pendant l'heure du déjeuner la visite en réalité virtuelle de l'atelier d'Antoine Bourdelle au musée Bourdelle, qui est vraiment un point de départ sur notre réflexion de la réalité virtuelle. Il a été créé grâce à la technique de la photogrammétrie, donc vous pouvez vraiment vous promener, vous approcher des œuvres, manipuler des documents, accéder aux cartels. Mais pour nous, il n'a vraiment pas pour but d'être diffusé au sein du musée, vu que les personnes qui viennent au musée gratuitement en plus se retrouvent directement confrontées à cette réalité. Mais on veut vraiment promouvoir ce lieu à l'extérieur. Donc on est en train de mettre en place la diffusion de cette visite sur les différents canaux de diffusion de la réalité virtuelle pour que ce soit consultable sur Oculus, HTC et autres matériels. Et on va l'utiliser, nous, en interne avec la responsable de l'action culturelle du musée Bourdelle pour que ce soit utilisable
réalisable à l'extérieur des murs, sur nos publics empêchés que l'on démarche et que l'on rencontre régulièrement, en présentation avec un Samsung Gear, donc la version très légère et très facile de manipulation, pour la base d'une visite et d'une explication sur Antoine Bourdelle et, entre autres, vraiment se retrouver confronté à l'atelier tel qu'il a laissé juste à sa mort. Donc c'est vraiment la base d'une médiation pour un public à l'extérieur de nos murs. On est aussi en train de réfléchir à comment on pourrait le diffuser éventuellement en amplifiant le contenu dans des centres de diffusion de réalité virtuelle pour apporter un contenu très culturel dans ces lieux qui sont plutôt autour de l'expérience pour le moment, d'après ce que j'ai pu tester. Donc là, on remplace et on permet d'avoir l'expérience sans aller forcément au musée. Est-ce que Christophe ou Jean-Pascal ou Agnès, vous avez des expériences? Moi, je n'ai pas d'expérience. Par contre, j'ai une position un peu idéologique. Effectivement, comme Philippe, tu le considères, on va se servir de la réalité virtuelle pour des gens qui ne sont pas dans le musée. Dans le musée, j'aurais tendance à dire que c'est quand même très compliqué. Nous, on est un musée de société où on a envie que nos visiteurs se parlent, que ce soit un lieu d'échange. Et l'idée de les mettre avec un casque sur les yeux, plus des sons dans les oreilles, pour les immerger dans quelque chose qu'ils ne pourront pas partager directement avec leurs voisins, personnellement, ça me paraît un petit peu antinomique avec notre mission de musée citoyen. Par ailleurs, et beaucoup plus prosaïquement, je suis désolé Stéphanie, du Muséum d'histoire naturelle, parce que ça a l'air de marcher chez toi, mais d'avoir un modèle... En dehors du modèle économique qu'a trouvé le muséum, c'est quand même avoir 6, 8, 10 casques, c'est un salaire de plus, c'est un poste de plus, c'est de la maintenance en plus, etc. Et donc un coût important. Donc à moins de le faire payer, comme il faut au muséum. Et donc là, ça devient une expérience en parallèle de la visite. Ça me paraît très difficile à envisager. Merci. Pour rebondir, c'est surtout un déploiement qui s'accompagne aujourd'hui de la réalité virtuelle dans un casque, celle qui est immersive. Il n'est pas question de laisser un casque en libre service et que les gens se mettent sur la tête. Voilà, ça demande un accompagnement, de la médiation, expliquer comment ça marche, ça demande qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Voilà, donc c'est effectivement un déploiement qui n'est pas simple. Nous, à la Monnaie de Paris, on a eu la chance cette année de faire un partenariat innovant avec une petite entreprise qui s'appelle Mindtree pour faire un petit film de réalité virtuelle dont vous êtes le héros. Donc un concept assez sympa où en fonction de ce qu'on va faire dans la vidéo, de là où on va regarder, on déclenche des scénarios différents. C'est un projet qu'on a tourné autour de la découverte de nos ateliers, puisqu'en fait, on est aussi un musée qui est marié à une usine. On montre des ateliers, des vrais ateliers où les gens travaillent dans le cadre du parcours muséal. Malheureusement, on ne pouvait pas montrer tous les ateliers, en particulier 2 ateliers qui sont phares, qui sont là où on frappe les monnaies de collection et là où on grave, donc l'atelier de gravure. On ne peut pas les montrer dans le cadre du parcours pour des raisons à la fois d'organisation propre de nos ateliers, de rationalité des ateliers, mais aussi de sécurité et de secret. C'est-à-dire qu'évidemment, on fabrique la monnaie, donc il ne faudrait pas que les dessins des futures monnaies soient dévoilés avant parce que quelqu'un est passé dans le musée. Du coup, on a rendu ça possible par ce petit film qui dure une dizaine de minutes, où on va en fait rencontrer des artisans de ces ateliers et puis découvrir un peu leur métier. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'apporte la réalité virtuelle. Elle apporte de montrer ce qu'on ne peut pas voir, en fait. Enfin, alors, certains cas, en l'occurrence pour l'atelier Bourdelle, c'est montrer à des publics qui ne peuvent pas venir quelque chose qu'ils auraient pu voir, mais parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, on va l'amener chez eux. Nous, les gens ne peuvent pas rentrer dans cet endroit-là, donc c'est vraiment prolonger l'expérience. Après, la question de comment on va réussir à utiliser ce contenu, c'est une vraie question, parce que maintenant qu'on l'a presque fini, il faut qu'on l'utilise auprès des publics. Et en fait, on est plutôt aujourd'hui à se dire qu'on va qu'on va le faire sur des événements. En fait, ça va être avec de la médiation en événementiel, quelque chose qui va venir prolonger l'expérience de visite. Un mercredi par mois, on va dire, ce mercredi, vous venez visiter d'autres ateliers que ceux qui sont visibles dans le musée. On a aussi, il ne faut pas le cacher, une cible un peu B2B, c'est-à-dire que des monnaies, on en fabrique aussi pour des pays étrangers, puis on en fabrique, donc on peut fabriquer, alors c'est plutôt des médailles pour des clients particuliers, et c'est aussi une manière de valoriser nos savoir-faire auprès de ces clients-là.
Merci Jean-Pascal. Ouais, pour ma part, je rejoins pas mal ce que disent Agnès et Christophe. La réalité virtuelle dans l'espace d'exposition, c'est compliqué parce que ce sont des dispositifs mono-utilisateurs, occultants, on ne voit plus rien d'autre que ce qu'il y a dans le casque, donc ça pose des vrais problèmes de posture et d'ergonomie. Par contre, dans ce que le musée peut offrir en dehors, hors les murs, je pense que... Alors là, c'est une réflexion personnelle, parce qu'au musée de la Romanité, on n'a pas de réalité virtuelle à proprement parler, et j'appelle réalité virtuelle vraiment l'immersion à 360 degrés avec un visiocasque. Après, pour moi, c'est plus de la réalité virtuelle, c'est de la 3D temps réel. Voilà, on est plus dans des métiers où on a tellement de mots gigognes dans lesquels on fait rentrer n'importe quoi, mais j'aime bien finalement... Voilà, ça, sorti de ça, pour moi, c'est autre chose. Alors, je reviens à mon propos, mais c'est une expérience qui m'avait beaucoup inspiré. Ça remonte à très très longtemps, parce que la réalité virtuelle, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça n'a pas commencé il y a 5 ans. Ça a commencé dans le milieu des années 90, et j'étais à un salon qui s'appelait à l'époque Imagina. Et j'avais assisté à une démo qui, à l'époque, était extrêmement expérimentale, de visite de l'abbaye de Cluny, en 3D temps réel, avec... un abbé, puisque ça se passait à Monaco, donc j'ai oublié le nom de l'abbé, mais c'était une personne du clergé de Monaco qui était à Monaco, et la conservatrice du musée de Cluny qui, elle, était à Paris. Et ils se retrouvaient dans un espace en 3D temps réel, partagé en ligne. Alors, je parle de ça, ça devait être en 92, donc c'était quand même assez bluffant de voir ça à l'époque. Et donc là, je m'étais dit, oui, on pourra bientôt proposer à des gens de visiter des lieux qui n'existent plus et de s'y connecter de différents points du globe et de retrouver à cet endroit-là quelqu'un qui est un sachant, un conservateur, un guide pour expliquer. Et je pense que là, il y a des champs des possibles qui s'ouvrent. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça reste à fabriquer, mais je pense qu'il y a des expériences intéressantes qui peuvent se mener autour de ça. Et pour le coup, dans des logiques de partage où on n'est pas chacun isolé dans son casque, puisque ce casque nous permet de rejoindre un espace où on va rencontrer d'autres personnes, à l'image de la pratique de nos enfants actuels qui passent des heures. Moi, mon fils, il passe des heures avec ses potes dans des univers virtuels, et on lui dit il est tout seul face à son écran. Non, il est avec tous ses copains. Bon. Il y a les vertus et les vices de ce genre de pratique, mais en tout cas, ça correspond à des usages qui existent aujourd'hui. Pour partager notre petite expérience dans le cadre de notre dernière exposition qui était sur les rapaces. L'exposition se terminait par une grande projection 360 d'un film filmé par une GoPro qui était sur un aigle et qui survolait les Pyrénées, donc notre région de proximité. Donc on avait, quand on était vraiment très proche de ce film, donc on avait presque l'impression d'être sur l'aigle et de partir. Les médiateurs, dans un petit atelier, donnaient une prolongation de cette expérience avec un casque en réalité virtuelle, et on partait aussi avec, c'était d'autres films, mais on partait sur le dos d'un oiseau. C'était un film existant qu'on n'a pas fait réaliser nous. Mais ça leur permet, en fait c'était accompagné de médiation. Donc le dispositif n'était pas dans l'expo, mais par contre il était en prolongation de l'expo, et il était accompagné de médiation. Du coup, le partage, il y avait un partage après cette expérience-là, et qui a mené vers des propos scientifiques sur la vision du rapace, sur le côté dynamique de l'aile, etc. Donc il y avait un vrai propos derrière. Voilà. Je pense que Stéphanie Targui ne détrompera pas là-dessus, parce qu'on était sur un festival toutes les deux assez récemment, et on a ressenti, je pense, toutes les deux une très très forte demande des réalisateurs pour que les établissements soient des lieux de diffusion. Donc malgré tout, il y a quand même une réflexion de notre côté à savoir effectivement comment on pourrait accueillir ces films qui sont très intéressants, mais comment on les fait vivre. Voilà. Peut-être juste pour compléter sur cet besoin de diffusion, peut-être certaines d'entre vous sont allés voir Art Connexion, là, les 3 jours de présentation d'expériences numériques dans les musées que l'on avait fait au Salon d'honneur du Grand Palais, où un certain nombre d'entre vous étaient certainement représentés, mais il y avait le stand d'Arte aussi, avec toujours beaucoup de demandes de visiteurs, toujours une file d'attente. Et alors il y avait quelques films là qui étaient vraiment de la médiation des œuvres d'art, d'ailleurs certains sur lesquels on avait travaillé avec Arte, Gauguin, Bruegel, Munch,
des choses très intéressantes, beaucoup d'appétit pour découvrir. C'est d'ailleurs la même chose qu'on voyait aux rencontres d'Arles, dans les présentations. Une véritable question, comme on le disait tout à l'heure sur les Google Glass, enfin, de mon point de vue, sur la qualité de l'image. C'est-à-dire que quand on est en contact avec une œuvre d'art, qu'on voyage dans l'œuvre ou pour aller vers l'œuvre, la question de la qualité de la reproduction de l'œuvre devient quand même essentielle, surtout qu'on est totalement immergé dans cet univers, donc il n'y a pas moyen de la voir présente en original à côté. Et je trouve que la qualité de la reproduction aujourd'hui n'y est pas encore. Il y a un problème de définition vraiment qui rend l'expérience un peu décevante. Alors peut-être j'ai un point de vue expert par rapport à des visiteurs qui ont moins d'attentes par rapport à cette qualité. Je trouve que c'est à la fois un grand enjeu et une difficulté. Il nous reste une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Il y a la question de l'évaluation dont on n'a pas beaucoup parlé, mais dont on pourra, s'il y a des questions là-dessus ou sur d'autres plans. On a abordé pas mal de sujets, on est loin de les avoir tous traités. Je ne vois pas de main se lever. Sur la question de Agnès, du coup, j'en profite juste pour un dernier petit point sur cette réalité virtuelle. On le disait déjà à Noël dernier, on le dit encore plus à Noël cette année, que le cadeau sous le sapin, ça va être le casque de réalité virtuelle. Et je pense que c'est vrai, ça se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des casques... Alors, certes, en qualité d'image, on n'est pas encore tout à fait au point, mais malgré tout assez performant et autonome pour pas très cher, pour 200 €, 300 €. Enfin, pas très cher, toute marge conservée, mais quand on regarde le prix des derniers mobiles, finalement, c'est pas très cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une question qui est celle de la diffusion sur les stores. Et alors, j'ai cru comprendre en échangeant avec quelques-uns de mes collègues qui sont dans la salle que ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stores de réalité virtuelle, c'est assez compliqué de diffuser dessus pour des raisons techniques, de compatibilité de format, pour des raisons juridiques. Et voilà, et ça, c'est un des enjeux, je pense aussi, qu'on va avoir dans les prochains mois, en fait, vraiment rapidement. OK, c'est chouette, on produit des contenus à valeur ajoutée. OK, c'est chouette, les gens ont les dispositifs pour les étudier, mais bon, faut-il encore qu'on arrive à les diffuser. On se retrouve un petit peu avec ces stores comme on était il y a quelques années sur Apple et Android, où on doit saisir des cartes bleues, mais bien sûr, il n'y a pas de carte bleue de l'établissement. Donc on finit par donner la sienne, puis après, il faut trouver tous les éléments juridiques pour le mettre. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'en charge, mais c'est vrai que c'est long et ma carte bleue revient souvent sur son bureau. Mais on est petit à petit en train de s'installer sur ces stores et on espère bien qu'une fois que c'est ouvert, ce sera bon. Mais c'est vrai que techniquement, il y a souvent, comme tu le dis, des demandes de modification, des problèmes qui décèlent une fois, mais qu'ils décèlent, même s'ils sont réglés, ils vont les déceler un autre juste après. C'est long, oui, c'est très long. Alors, il y a une question au fond de la salle, à droite, à côté de la caméra. Madame, monsieur, oui, madame. Bonjour à tous, Karine Fioulot, journaliste. J'ai une question très simple. Ça fait à peu près 20 ans que je suis l'évolution des outils de découverte, je les appelle comme ça, que vous voulez bien mettre à disposition du public. Merci d'ailleurs pour vous. Et donc je voulais savoir, j'ai pas l'impression qu'il y ait des outils de découverte. Je parle par exemple des petits livrets découvertes papier que j'ai connus au tout début. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'outils qui disparaissent. Alors, est-ce qu'on est devant une accumulation d'outils de découverte, dont les technologiques et les numériques maintenant, ou est-ce qu'il y en a vraiment qui vont disparaître, ou est-ce que finalement ça va être une offre pléthorique d'outils de découverte? Voilà, c'est pour mes prochains papiers. Merci. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, Christophe, Jean-Pascal. On pourrait en trouver. Je crois surtout qu'il y a des tendances qui évoluent et qui se rationalisent.
Il y a une dizaine d'années, on a commencé à réfléchir à des parcours géolocalisés en Wi-Fi. Ça marchait pas bien. Et puis ça s'est mis à marcher un peu mieux. Et puis voilà. Mais finalement, c'est un peu toujours la même chose. Là, effectivement, depuis 2-3 ans, il y a le basculement des casques de réalité virtuelle qui arrive. Quand même, les tables tactiles multitouch ont détrôné les trackballs et les boutons. Aujourd'hui, on n'imagine plus de mettre un dispositif avec une souris ou avec une autre. Et je pense que l'évolution va aller plus loin que ça dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va arriver vers des interfaces plus tangibles et peut-être qu'on va se mettre à oublier l'écran et à projeter sur les œuvres directement. J'en sais rien. Enfin, je ne veux pas faire trop de prospective, mais donc les choses évoluent. Il y a quand même des choses qui sont abandonnées. Il y a des fausses pistes. On parlait d'univers virtuels il y a quelque temps dans lesquels se retrouvent notamment nos enfants. Le premier, c'était Second Life dans les années 2005-2008. Aujourd'hui, il n'y a plus un musée qui penserait à investir, à se mettre sur Second Life. Alors qu'à l'époque, on en parlait. Il y a même un musée allemand qui avait reconstitué son musée dans Second Life. Donc il y a quand même des fausses pistes qui sont abandonnées petit à petit. Maintenant, c'est Minecraft, ouais. Alors peut-être qu'on va mettre le château des Ducs de Bretagne sur Minecraft. Il faut réfléchir. Juste pour compléter le propos, pour autant, effectivement, puisque dans les médias numériques, on est aussi dans des phases d'expérimentation et de tâtonnement, il y a forcément des fausses pistes, comme tu disais, Christophe. En même temps, puisque vous parliez du livre-jeu papier, il existe toujours. Au Musée de la Romanité, il y en a un, il a l'air de très bien marcher. Et d'une manière générale, même, vous voyez, le MP3 et le CD n'ont pas réussi à remplacer le vinyle. Pour le moment, il y a encore des livres papier. Donc on voit bien que les anciennes formes de médiation résistent et que finalement, et ça c'est peut-être un enseignement, les modes d'appropriation des publics sont tellement divers et tellement individuels que, évidemment, on est obligé de multiplier les formes de propositions pour que celui qui va intégrer les choses plus par l'écrit en ait la possibilité, tandis que celui qui va le faire plus par l'image et l'expérimentation interactive ait également une proposition. Donc je pense que les outils s'additionnent, mais ne s'éliminent pas les uns les autres. Le numérique ne vient bien évidemment jamais remplacer le papier. Ce sont des usages différents, mais quand on se place au niveau de la médiation, la question c'est surtout pour qui, pourquoi et quel contenu. Les textes dans certains musées, c'est vrai que les livrets qui sont distribués, les aides à la visite ou autres prennent bêtement le texte de salle et les cartels, donc la valeur ajoutée est extrêmement minime, c'est juste pour le côté souvenir. S'il y a du contenu amplifié, c'est tout à fait logique et il a sa cible, et tout ce qui est numérique a aussi sa cible de public. Donc tout ça peut vivre, le public numérique, les habitudes ne viennent pas phagocyter les habitudes papier et ainsi de suite. C'est deux types de public, deux usages et deux médiations. Merci. Il y avait une question, je crois, à droite. Oui, bonjour. Albert Naïm du château du Clos Lucé à Amboise. J'avais une question un peu pratique sur la gestion des flux par rapport aux salles de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez été confronté à un problème et si oui, comment y avez-vous fait face ? Est-ce uniquement par rapport à la réalité virtuelle ou par rapport à tout dispositif numérique ? Non, en général, les salles de réalité virtuelle, comme elles sont individuelles, ça peut créer une frustration du côté visiteur qui attend et qui patiente pour avoir une place pour l'expérience. Alors Pierre-Yves me fait signe qu'on va en parler un peu après. Si vous restez, voilà, non, mais c'est au contraire. Merci beaucoup de votre question. Mais voilà, comme on est dans un temps un peu limité, je pense qu'on vous apportera la réponse dans la table ronde suivante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pierre-Yves, est-ce qu'on a quelques minutes pour parler de l'évaluation ou il est 16 heures, donc on va peut-être... D'accord. Cette table ronde nous a mis en appétit. Parfait. Donc on se retrouvera pour une journée un peu bilan et perspective sur les outils de médiation et on parlera de l'évaluation, je te promets. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos cinq intervenants. Merci beaucoup. Merci à tous. Et Vincent, mission merveilleusement accomplie. Non. Alors, du coup, on va terminer cette journée